Bonjour à tous, bonjour François Gémen. Bonjour. Chercheur à Sciences Po, chercheur à l'Université de Liège en Belgique et donc spécialiste des migrations. D'abord, pourquoi est-ce que depuis quelques semaines on assiste à une augmentation brutale du nombre de migrants ? Je dirais qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est tout simplement la météo. La mer est plus calme en été et donc les trafiquants vont plus volontiers choisir des périodes estivales pour lancer les bateaux à la mer. Et puis la deuxième raison, c'est bien entendu l'augmentation exponentielle du business des trafiquants, puisque la réaction européenne... Trafiquants, vous ne dites pas passeurs. Je pense que quand on parlait de passeurs, on parlait de passeurs, je dirais un peu amateurs, qui se préoccupaient du sort des migrants, qui louaient leur embarcation pour quelques euros et qui veillaient à ce que les migrants arrivent à bon port. Ici, on est dans le cadre d'un véritable trafic criminel, qui est le troisième trafic criminel le plus important du monde en termes de chiffre d'affaires après la drogue et les armes. Et donc je pense qu'il faut les appeler par leur nom, ce sont des trafiquants. Alors on montre des images de migrants qui arrivent par la mer, qui arrivent par la terre, mais ce n'est pas le principal en réalité. Il y a aussi évidemment des migrants qui continuent à arriver par avion, donc il faut se méfier de l'effet de loupe. Bien sûr, les images sont impressionnantes quand on voit ces milliers de gens qui tentent de franchir la frontière hongroise par exemple, ou qui arrivent sur des embarcations de fortune. Mais à côté de cela, l'immigration, je dirais, traditionnelle continue bien entendu. Elle arrive par avion et même certains demandeurs d'asile qui continuent à venir de Russie ou du Kosovo continuent à arriver par d'autres moyens. Est-ce que l'Europe a la possibilité, les moyens de s'opposer à cette migration ? Non, c'est un leurre et un fantasme. Cette immigration est déterminée par des facteurs structurels. Dans un monde globalisé, l'immigration est le révélateur des différences entre pays. Et donc vouloir résister et s'opposer à la migration, ça ne sert à rien. C'est comme vouloir essayer d'empêcher la nuit de succéder au jour. Ce qu'il faut, c'est essayer d'accompagner cette migration pour que cela se passe dans l'intérêt de tous et des migrants en premier lieu. L'Allemagne s'apprête à accueillir 800 000 migrants. Pourquoi est-ce que l'Allemagne ouvre aussi largement ses bras ? Pour quelle raison ? Alors, je pense d'abord qu'il y a un courage politique exceptionnel de la part de la chancelière allemande et aussi de la part de la population allemande dans son ensemble. Je pense qu'il y a un sens de la responsabilité morale qui est très fort. Et puis, il y a bien entendu aussi un intérêt économique. L'Allemagne a besoin de cette main-d'œuvre, elle en a besoin pour des raisons économiques, elle en a besoin pour des raisons démographiques. Et donc, il y a en Allemagne une combinaison de valeurs et d'intérêts qui permet aujourd'hui à l'Allemagne d'être véritablement un exemple pour le reste de l'Europe. Ce n'est pas le cas justement d'autres pays européens. Il y a la Slovaquie, par exemple, qui ferme ses portes. Tout à fait. Comment expliquer ces différences entre pays européens ? Alors je dirais qu'il y a aujourd'hui un schisme profond en Europe entre les pays qui prennent leurs responsabilités face à la situation et aussi, il faut le dire, face à l'histoire, et les pays qui essayent d'en faire le moins possible. C'est le cas des 4 pays du groupe de Visegrad, donc la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. C'est aussi le cas, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni. François Hollande et Angela Merkel parlent de mettre en place une politique de quotas, mais est-ce qu'on peut vraiment dire aux migrants, vous irez dans tel pays, puis à d'autres, vous irez autre part ? Pour que la politique de quotas réussisse, il faut que les quotas prennent en compte les désirs et les réalités des migrants. C'est-à-dire qu'il faut leur demander aussi où ils souhaitent aller, quelles sont leurs compétences, dans quel marché du travail pourront-ils s'insérer, quelle langue parlent-ils. Il faut absolument que les quotas ne prennent pas uniquement en compte les souhaits du pays d'accueil, mais prennent aussi en compte les caractéristiques et les souhaits des migrants pour que cela puisse fonctionner. Ces migrants, justement, ce n'est pas n'importe quelle catégorie de population. Alors, ceux que l'on voit arriver aujourd'hui par bateau en provenance de Syrie ou d'Irak ou d'Afghanistan, soyons clairs, ils font partie des couches supérieures de la population. Ce sont les classes moyennes, les classes aisées, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de débourser plusieurs milliers d'euros aux trafiquants pour effectuer le voyage en Méditerranée. Les plus pauvres, ils sont coincés en Syrie sous les bombes de Bachar al-Assad ou sous les assauts de l'État islamique. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose de transitoire et qu'un jour, ces migrants puissent retourner chez eux ? On peut l'imaginer dans le cas des Syriens, par exemple. Comme je l'ai dit, ils font partie des classes supérieures de la population. Tout dépend du temps que va durer le conflit en Syrie. Tout dépend aussi des conditions de leur installation et de leur intégration en Europe. On peut imaginer qu'une partie d'entre eux, une fois le conflit terminé, souhaiteront rentrer au pays. Est-ce qu'il y a un seuil d'intégration, un seuil au-delà duquel on ne pourra plus assimiler ces migrants ? Non. Aucune étude, aucune recherche n'a permis d'établir un seuil ou un plafond d'intégration. Tout dépend, je crois, de la volonté politique de la société d'accueil de faire en sorte que les choses se passent bien. Lorsqu'on voit l'Allemagne qui accueille 800 000 demandeurs d'asile, c'est-à-dire 1% de sa population,
on pourrait avoir tendance à se dire « Oh là là, c'est trop, ils n'y arriveront jamais ». Et on voit que l'Allemagne y arrive très bien. On voit même que cet accueil des réfugiés est devenu un motif d'union nationale et de fierté nationale et que la société allemande aujourd'hui est assez radieuse et apaisée. Et donc on voit que c'est possible grâce à l'exemple allemand. Mais il faut construire des écoles, construire des logements. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande énormément de courage politique, ça demande un effort considérable de la part de la société d'accueil. Et donc il ne faut pas non plus nier les coûts que cela a, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'Allemagne est en train de s'engager dans un long processus. Est-ce que c'est un phénomène passager? Est-ce qu'on assiste à une vague de migration? Ou est-ce que c'est au contraire un phénomène qui s'inscrit dans le temps, qui va durer, qui est structurel? C'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps. Il faut bien comprendre que les migrations aujourd'hui sont une réalité structurelle dans un monde globalisé, que le nombre de crises, notamment, n'a jamais été aussi important que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 60 millions de personnes déplacées dans le monde. Alors bien entendu, il y a des afflux soudains à certains moments de l'année ou certaines années, mais globalement, le contexte va rester le même, qui est celui d'un monde où les gens seront de plus en plus mobiles et ce fait migratoire, bien sûr, est amené à durer. On a l'impression que l'Europe est totalement impuissante face à cette question. L'Europe s'est elle-même mise dans une situation d'impuissance. En refusant de développer depuis 20 ans une vraie politique commune en matière d'asile et d'immigration, l'Europe s'est en réalité mise sous la coupe des trafiquants. Et aujourd'hui, ce sont les trafiquants qui décident où et quand arrivent les réfugiés. Et donc, on voit que l'Europe, à certains points de tension, est dépassée parce que ces réfugiés arrivent dans des localités petites comme à Lampedusa ou à Kos ou à la frontière hongroise. C'est en réalité l'Europe qui a créé elle-même les conditions de cette crise. L'Europe n'est pas dépassée par le nombre des réfugiés, elle est dépassée par son absence de leadership politique. Qu'est-ce que l'Europe doit mettre en place, justement, pour faire face à cette question des migrants? Alors, je pense que l'urgence pour l'Europe, aujourd'hui, elle est d'abord humanitaire. Il s'agit d'aller sauver des vies, c'est-à-dire de permettre notamment aux réfugiés d'arriver en avion plutôt que par bateau. Ça implique par exemple de délivrer des visas humanitaires sur place, voire même, on pourrait imaginer que l'Europe décide d'organiser directement les évacuations des Syriens à partir de la Syrie. Il n'y a pas de consensus politique là-dessus. Là-dessus, il n'y a aucun consensus politique, soyons clairs. Dans un deuxième temps, pour une réponse de long terme plus politique, l'Europe doit mettre en place une véritable politique commune en matière d'asile et d'immigration. Les quotas sont un premier pas, encore timide, dans cette direction, et on voit les résistances à laquelle cette proposition se heurte. Certains pensent que l'Europe risque de perdre son identité. Je pense qu'effectivement, la crise en Europe est profonde. Parce qu'on ne discute plus, comme dans le cas de la crise sur les finances grecques, on ne discute plus de mécanismes de fonctionnement ou d'histoire d'argent. Ici, on discute des valeurs profondes de l'Union européenne, on discute du projet et de l'idéal européen. Et donc, c'est une crise profonde et sur laquelle l'Europe est divisée. Il y a deux solutions. Soit l'Europe parvient à se sortir par le haut en donnant un accueil digne et humain à ses réfugiés, soit elle ne parvient pas à développer cette politique et ça sera la faillite du projet et de l'idéal européen. Merci François Gémen. Merci à vous. William? Juste, Monsieur Gémen, on peut comparer avec ce qui s'est passé en 1975 avec les boat people, avec les Laotiens, Vietnamiens et Cambodgiens. Combien sont retournés dans leur pays? Combien ont été intégrés en Europe et en France en particulier? Alors, une partie sont rentrés dans leur pays, mais beaucoup, effectivement, ont été intégrés en Europe, notamment parce que l'Europe, à ce moment-là, avait réussi, je dirais, à développer une véritable politique d'intégration. Et on a vu que l'accueil, notamment qui leur avait été réservé en France à l'époque, était assez différent de celui qui avait été réservé aujourd'hui. Une autre situation qu'on peut prendre en illustration, c'est l'accueil des réfugiés espagnols. Pendant la guerre d'Espagne, à la fin des années 30, la France avait accueilli 500 000 réfugiés espagnols, c'est-à-dire un effort encore supérieur à celui que l'Allemagne fournit aujourd'hui. Et on a vu que ça s'était plutôt bien passé. Merci beaucoup, Monsieur Gémen. Merci à vous. Dans quelques instants, on continue avec l'actualité. À tout de suite.